Bonjour et bienvenue dans la Semaine de l'écho. Je suis entourée d'Emmanuel Véron, géographe, chercheur associé à l'École navale et à l'INALCO, Jean-Paul Chang, économiste et spécialiste de la Chine, Marie-Françoise Renard, économiste, professeure à l'Université Clermont-Auvergne, responsable de l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine, et Philippe Lecor, chercheur au Asia Society Policy Institute et professeur invité à l'ESSEC. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Au programme de cette émission, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen se sont rendus en Chine. Une visite de 3 jours sur fond de montée en puissance chinoise sur la scène mondiale, avec une crainte, que Pékin finisse par fournir des armes à la Russie. Entre aspiration géopolitique et croissance, que choisira le pouvoir chinois? L'analyse de nos invités à suivre. Au programme de cette visite également, le commerce. Emmanuel Macron était accompagné d'une 60aine de chefs d'entreprise. Outre la vente de 160 Airbus, des accords ont été conclus dans le nucléaire, le transport maritime ou le luxe. Est-ce suffisant pour relancer les échanges? Qu'en est-il de l'ouverture du marché chinois? Enfin, face aux géants américains et chinois, quelle marge de manœuvre pour l'Europe? Comment exister face au bras de fer technologique que se livrent les deux grandes puissances? Quelle stratégie industrielle européenne? On en parle dans un instant. Mais d'abord, l'Ukraine au centre des discussions entre Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et Xi Jinping ce jeudi. Les 3 leaders ont rappelé l'impératif de pourparlers de paix pour mettre fin au conflit. Écoutez. Ce partenariat stratégique bénéfique entre nos deux pays, c'est évidemment parler de la paix et de la stabilité dans le monde. Nous y sommes attachés. Je vous sais attaché ô combien à la fois au respect de la Charte des Nations Unies, au strict respect des textes en vigueur en matière de nucléaire, et donc à tout ce qui permet la paix et la stabilité sur la planète. Et à ce titre, l'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité. Elle a mis fin à des décennies de paix en Europe. Et je sais pouvoir compter sur vous, au titre d'ailleurs des 2 principes que je viens d'évoquer, pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. La manière dont la Chine continuera de réagir face à la guerre de Poutine sera un facteur déterminant de l'avenir des relations entre l'UE et la Chine. La Chine est prête à collaborer avec la France pour inciter la communauté internationale à faire preuve de retenue rationnelle et à éviter d'aggraver la situation. Faire preuve de retenue avec la guerre en Ukraine, la Chine semble vouloir se poser en faiseur de paix sans condamner la Russie et en faisant planer le doute sur un soutien militaire à Moscou. Emmanuel Véron, vous diriez que ce conflit lui permet de rebattre les cartes de l'ordre international? Oui, à son profit? Probablement, parce que, et je crois que les diplomates chinois nous le rappellent assez régulièrement, le sujet de l'Ukraine n'est pas dans les priorités immédiates de l'appareil stratégique du parti, de son appareil stratégico-militaire. Et j'en veux pour preuve que la situation géographique précisément de la guerre en Europe, la guerre en Ukraine, n'est pas dans l'environnement proche, frontalier de la Chine. Et en cela, c'est quelque part assez cynique pour l'appareil d'État chinois que d'instrumentaliser cette situation, de continuer de soutenir implicitement et indirectement Poutine dans sa guerre, notamment dans la négociation de contrats d'approvisionnement en matières premières, gaz, pétrole, bois, diamants, etc. Pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle obtient des prix avantageux? Avec des prix qui sont cassés, c'est avantageux, c'est en sa faveur, et ça permet à Poutine effectivement de faire des rentrées d'argent qui lui permettent indirectement de soutenir l'effort de guerre, ça c'est évident. Et puis il y a l'autre sujet qui est celui de la scène internationale, notamment à l'ONU, avec une apparente neutralité, où finalement la Chine creuse un sillon dans lequel cherche à faire suivre les ex-tiers-monde, c'est-à-dire des sphères non occidentales, la plupart du temps des régimes autoritaires, et qui sont fondamentalement contre l'idée d'une démocratie libérale. Alors vous le dites, elle profite d'achats à bon compte de matières premières russes, mais si elle fournit des armes à Moscou, elle s'expose pour autant à des sanctions occidentales. Fondamentalement. C'est bien pour ça qu'on est sur des logiques implicites, indirectes, qu'il y a du soutien logistique, on le sait par ailleurs, de la Chine à la Russie, indépendamment des transactions commerciales et de livraison de produits, sur du matériel, des soutiens en réseau télécom d'une grande compagnie para-étatique chinoise. Et puis il y a eu l'enquête d'un certain nombre de papiers, notamment américains, de Politico, présentant que la livraison par des pays tiers d'armes automatiques, et qui a priori à ce stade ne sont pas encore trouvées sur le terrain de guerre en Ukraine. Mais on a bien ce soutien logistique indirect, mais massivement la Chine
à ce stade, ne livre pas d'armes lourdes, et se privera de faire ce genre d'activité, d'action, parce qu'il n'y a pas intérêt. Vous partagez cette analyse, Jean-Paul Chang, livrer des armes à la Russie, c'est une position difficilement tenable pour Pékin? Je crois que c'est effectivement pas la priorité, l'Ukraine pour la Chine, et que la Chine ne prendra pas le risque de détériorer ses relations avec l'Europe, en tout cas, sachant que c'est une priorité pour l'Europe, la question ukrainienne. Donc je crois que la Chine sera très prudente là-dessus. En tout cas, je ne vois pas pour le moment aucun intérêt pour la diplomatie chinoise ou même pour l'appareil d'État politico-militaire de faire plus vis-à-vis de la Russie. Qu'ils renforcent ses relations bilatérales avec la Russie dans le cadre de ce qu'ils appellent la diplomatie de puissance, dans laquelle ils rangent aussi bien la Russie que les États-Unis, que l'Inde ou l'Europe, c'est une chose. Mais voilà, ce qu'ils disent, c'est que le principe de la diplomatie chinoise, c'est ne pas viser une tierce partie. Et ça veut dire que si je coopère avec la Russie, ce n'est pas dirigé contre une troisième personne. Alors si ils livrent des armes, évidemment, ça devient différent, puisque c'est directement contre l'intérêt de l'Europe. Donc, pour ne pas être pris en défaut, simplement, ils s'interdisent, bien entendu, de... Ce serait la ligne rouge. Oui. On le voit bien, Emmanuel Véron, avec la Russie, aussi au Moyen-Orient, avec cette réconciliation orchestrée par Pékin entre l'Iran et l'Arabie saoudite. La Chine se pose désormais en géant diplomatique et cherche à remplir peut-être le vide laissé par les Occidents, à se présenter comme une alternative aux États-Unis. Entre ses aspirations géopolitiques et la croissance économique, que choisira Pékin ? Les deux, si je puis dire, c'est-à-dire une synthèse des deux ou quelque part une voie médiane entre les deux, c'est-à-dire que la Chine est dans un dessein stratégique de puissance, clairement, comme vous l'avez rappelé, de voie alternative, de voie contre l'Occident, contre les États-Unis, d'alternative au modèle américain et de l'ordre international que l'on connaît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc promotion d'un nouvel ordre international au centre duquel on retrouve Pékin, et j'insiste bien précisément Pékin. La question de la croissance, précisément de la productivité, de la production économique, est un sujet essentiel aujourd'hui. On y reviendra parce qu'on accuse un certain nombre de problèmes structurels et conjoncturels dans l'économie chinoise. Et surtout, la nouvelle offensive diplomatique de Xi Jinping depuis quelques semaines, quelques mois, est en parallèle précisément de l'éloignement des tensions internes à la Chine, c'est-à-dire d'amener le regard sur autre chose, d'amener le regard sur un agenda international dit de puissance de la Chine. Et d'ailleurs, nous-mêmes, avec les discours en disant que la Chine est un faiseur de paix, faiseuse de paix, on nourrit le dessein stratégique chinois. Non, la Chine n'a pas de plan de paix, la Chine s'impose de plus en plus comme un acteur international de poids pour autant. Venons-en précisément à ces questions économiques. Avec vous, Marie-Françoise Renard, le Covid, la crise immobilière, le chômage, les pénuries d'énergie, la démographie déclinante, la croissance chinoise n'est plus ce qu'elle était. La deuxième économie mondiale peut-elle se payer un affrontement avec l'Occident ? Alors probablement pas, en tout cas ce serait vraiment extrêmement coûteux. Je crois que, comme vous l'avez souligné, il y a des problèmes de l'économie chinoise, d'abord qui sont des problèmes structurels, qui auraient dû être réglés il y a longtemps, et il y a toujours quelque chose qui a fait qu'on a repoussé des réformes. Donc aujourd'hui la Chine est confrontée à des contraintes fortes internes. Et d'ailleurs, une partie de sa stratégie à l'international vise à assouplir ses contraintes internes. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit à l'instant. Elle veut jouer un rôle de leader auprès des pays émergents et auprès des pays du tiers-monde, en montrant qu'elle est un partenaire essentiel pour les grandes puissances, et donc qu'elle est, comme elle se présente elle-même comme un pays en développement, qu'elle peut servir de modèle pour les autres pays en développement. Mais derrière cette stratégie, il y a aussi sa très forte dépendance en matière première, sa nécessité de trouver des débouchés pour ses entreprises. Donc elle diversifie très fortement ses partenariats, parce que demain, elle devra régler, aujourd'hui et demain, elle devra régler ses problèmes économiques, et elle est très interdépendante du reste du monde. Elle est d'abord de la zone asiatique, elle est insérée dans des chaînes de valeur dans toute la zone asiatique, mais elle dépend aussi de l'Europe et des États-Unis, qui dépendent de la Chine. Et on voit bien que les États-Unis font une très forte politique protectionniste, donc pour plutôt, si ce n'est fermer leurs frontières, mais du moins fortement protéger leur industrie, alors que l'Europe a une stratégie de continuer sur cette ouverture, mais en instaurant une politique industrielle assez ambitieuse, contrairement à ce qui s'était passé précédemment. Et donc,
la Chine aurait de très grandes difficultés à se couper de ses partenaires occidentaux. Ce serait un coût extrêmement élevé. Philippe Lecor, vous partagez cette analyse, cette interdépendance chinoise, ce besoin de partenariat, si elle veut précisément remplir ses objectifs de son 14e plan quinquennal, à savoir doubler sa richesse nationale à horizon 2035. La Chine peut-elle se passer de ses partenaires occidentaux ? Eh bien oui, la Chine ne peut pas se fâcher avec tout le monde et elle n'en a pas l'intention, même si son objectif, ça reste la mise en place d'une zone d'influence très vaste qui comprendrait notamment l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale. On le voit également avec la Russie qui finalement est en train de devenir un peu le partenaire minoritaire de ce couple sino-russe. Mais en revanche, l'Europe notamment reste un marché très important de plus de 500 millions de consommateurs, l'Union européenne étant un peu moins maintenant que le Royaume-Uni en est sorti. Et donc il n'est pas possible, et on le voit d'ailleurs avec l'augmentation des importations de produits chinois en Europe, qui n'a fait qu'augmenter au cours des 3 années, la Chine bénéficie finalement de la situation globale et donc fait partie de la mondialisation, quoi qu'on puisse entendre sur les entreprises d'État qui auraient pris plus d'importance dans l'économie chinoise qu'elle n'en avait pris dans les années 90 ou dans les années 2000. La Chine reste axée sur l'économie et c'est important pour les dirigeants du parti, qu'ils soient à Pékin ou dans les provinces, de continuer à attirer des investisseurs, à faire des échanges, etc., tout en poursuivant cette espèce d'objectif de la réduction des émissions de carbone qui est également une priorité du gouvernement. Jean-Paul Chang, l'Europe et son marché unique important, peut-elle tirer profit de cette situation, de cette interdépendance chinoise ? Oui, bien sûr. Ça dépend bien entendu de la clarification de nos objectifs à nous, Européennes. Il y a des stratégies très diversifiées parmi les pays européens, à vrai dire, ou des attitudes quelquefois divergentes. Si on prend des petits pays comme la Lituanie, qui sont franchement hostiles aujourd'hui. Qui a reçu une délégation taïwanaise et qui en a subi les conséquences chinoises. Voilà, donc, et puis vous avez aussi l'approche allemande qui comprend tout à fait que l'avenir de l'industrie allemande, pour le moment, repose encore sur du marché chinois. La France qui veut aussi quand même rééquilibrer les choses. Les Hollandais sont sous pression des Américains pour pratiquer le blocus technologique vis-à-vis de la Chine. Donc l'Europe peut gagner si elle clarifie un peu sa position et elle a une approche plus cohérente. C'était d'ailleurs tout le sens de la venue d'Emmanuel Macron avec Ursula von der Leyen. Je pense, en effet, M. Macron a voulu prendre Madame von der Leyen avec lui, la prendre à témoin pour qu'elle comprenne mieux un peu la situation et qu'on arrive à élaborer enfin une approche un peu unifiée. Parce qu'il y a énormément de choses à tirer du potentiel du marché chinois qui est quand même non seulement le premier fabricant du monde, mais c'est aussi le plus grand marché potentiel du monde. Et c'est important. Emmanuel Véron, Pékin multiplie, on l'a vu, des accords de coopération en Afrique, en Amérique du Sud. Vous pensez que cela peut permettre de compenser moins de relations avec l'Occident et ça peut lui permettre de devenir la première puissance mondiale puisque c'est son objectif à terme? Oui, c'est en tout cas une continuité en fait nette avec l'histoire contemporaine de la politique étrangère chinoise. Si du temps de Mao on parlait, et notamment dans la vision stratégique de Mao, de la théorie des 3 mondes, l'affrontement de la bipolaire américain-soviétique, deuxième monde, c'était les démocraties industrielles développées, etc., y compris le Japon, et le troisième monde étant les tiers-mondes au sein duquel la Chine devait avoir la voie de lead, la voie, si vous voulez, d'entraînement, en contestation avec d'autres puissances comme l'Inde, etc. Aujourd'hui, ce système-là, dans l'appareil, l'analyse stratégique chinoise demeure. La seule différence, c'est que la Chine a gravi un certain nombre de strates et a changé de monde, si je puis dire, pour se positionner face à la puissance américaine et à terme la avec dépasser. Un saut technologique. Saut technologique, militaire, diplomatique, finalement toute la palette de la puissance qui permettrait de définir la puissance
pour dépasser les capacités américaines, avec un horizon et un agenda qui est fixé. Probablement que dans les intentions cachées de Xi Jinping, d'ailleurs, il souhaite faire accélérer cet agenda. Ça, c'est et précisément, vous parlez de la puissance militaire. La puissance militaire, le sujet sur le spatial, sur le cyber, et puisque vous rappeliez sur les technologies rupture, quand on voit les programmes massifs chinois sur l'intelligence artificielle, sur les réseaux 5G, demain de 6G, sur la crypto, sur la monnaie digitale, la digitalisation du yuan, qui servira quelque part à monter en puissance la dédollarisation dans les affaires mondiales. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est en cours d'eux. On est bien lancé sur ce sujet-là. Et puis d'autres sujets sur le quantique, etc., etc. Et donc, pour revenir sur l'intensification des liens entre la Chine et les ex-tiers-monde, les actuels grands émergents et pays en développement, qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, oui, c'est bien une alternative économique, commerciale et technologique à l'Occident, et aussi un levier politique pour l'ONU et d'autres sphères non onusiennes, internationales, contre l'Occident, contre la démocratie, sur lesquelles la Chine appuie et souffle énormément. Et la Chine qui déploie précisément des navires de guerre près de Taïwan, après la visite de la présidente taïwanaise à Hong Kong. Depuis jeudi, oui. Jusqu'où peut aller cette escalade, une confrontation directe avec les États-Unis? Alors, ce qui est intéressant dans le sujet taïwanais, c'est Pékin ne renoncera jamais à Taïwan. Ça, c'est un sujet fondamental. 2, c'est qu'il y a la possibilité, côté Pékin, d'agiter la plausibilité d'une guerre, d'un affrontement direct de haute intensité avec les forces américaines. D'ailleurs, un rapprochement avec l'Ukraine est assez pertinent. Le parallèle avec l'Ukraine a été fait. Il semble pertinent sur un certain nombre de paramètres, pas sur l'ensemble, sur un certain nombre de paramètres. Ce qui, en revanche, moi, me semble pertinent, c'est que le Parti communiste chinois ne cherchera pas l'affrontement direct. Pourquoi ? Parce qu'à ce stade, aujourd'hui, en 2023, même en 2024, on a encore une infériorité en matière d'opérationnalité, d'expérience au combat, sur mer et de manière interarmes, etc., qui est extrêmement sophistiquée et compliquée. Pour quelques années encore. En revanche, ce qui est intéressant d'observer, c'est d'autres scénarios d'affaiblissement des capacités de réaction américaines, d'affaiblissement des capacités des démocraties occidentales, dont l'Europe, et d'organiser un blocus sur Taïwan pour précisément les étouffer et perturber durablement les chaînes d'approvisionnement, les routes maritimes, étouffer Taïwan et ramener Taïwan dans le giron, enfin en tout cas amener Taïwan dans le giron communiste, dans le giron de Pékin. Des routes maritimes qui pourraient également toucher la France et l'Union européenne. Marie-Françoise Renard, ce sont des routes commerciales très importantes, on l'a dit, c'est une des routes commerciales majeures d'ailleurs. Oui, ce sont effectivement des routes qui sont très importantes. On sait par exemple que Total Energy fait des livraisons qui passent par ces routes. Et donc, de ce point de vue-là, alors on sait que s'il y avait vraiment une réalisation d'une attaque à Taïwan, etc., l'Europe aurait sans doute dans un premier temps des difficultés à réagir de façon conjointe, comme elle l'a fait avec l'Ukraine, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des avis qui sont divergents, mais dans tous les cas, elle serait pénalisée, les grandes entreprises seraient pénalisées, et donc c'est un sujet qui imposerait à l'Europe de réagir et auquel elle doit réfléchir avant pour savoir quelle stratégie elle aurait, ce qui est d'ailleurs peut-être probablement le cas du point de vue des diplomates. Taïwan qui est également, qui comporte la plus grande entreprise mondiale de semi-conducteurs. Oui, absolument. Et ça, alors aujourd'hui, les liens économiques entre Taïwan et la Chine sont extrêmement importants. Il y a beaucoup de commerce international, il y a beaucoup d'investissements étrangers réciproques, il y a beaucoup d'échanges de personnes. Donc les relations économiques sont extrêmement importantes. Mais surtout, alors la Chine vend un sable extrêmement de très grande qualité et extrêmement utile pour fabriquer les semi-conducteurs. Et donc elle peut prendre certaines mesures pour ennuyer Taïwan, mais surtout elle dépend de Taïwan sur les semi-conducteurs. Et aujourd'hui, on voit bien qu'un des grands problèmes de la Chine, c'est cette dépendance aux semi-conducteurs secteur pour lequel dans lequel elle a énormément progressé au niveau de la technologie, mais elle n'est pas encore au niveau supérieur qu'a atteint Taïwan, par exemple, ou je pense la Corée du Sud, sauf erreur de ma part. Et donc, elle n'a pas atteint cette dernière étape, ce qui la prive de la fabrication de certains produits. Alors, les efforts en matière de recherche-développement dans ce domaine sont extrêmement importants, évidemment, du point de vue de la Chine, et certains chercheurs chinois et américains considèrent d'ailleurs qu'en pénalisant la Chine, on favorise l'accroissement plus rapide de ses progrès technologiques. En tout cas, elle fera des efforts pour le faire, mais aujourd'hui, on voit bien aussi
que l'entreprise néerlandaise qui a décidé de ne plus exporter vers la Chine sous la pression des États-Unis pénalise aussi la Chine. Donc c'est un secteur qui est pénalisant. Le retard, entre guillemets, parce qu'elle a quand même progressé très très vite, mais aujourd'hui, le retard par rapport aux technologies les plus en pointe dans le domaine des semi-conducteurs pénalise la Chine, et donc elle est très prudente pour essayer de diversifier ses partenaires et d'accélérer sa recherche. Philippe Lecor, je crois que vous souhaitiez réagir. Non, enfin, ce que je voulais dire à propos effectivement des Pays-Bas et ce que vous disiez, ce que Madame Renard disait sur les Pays-Bas, effectivement, les États-Unis ont joué un rôle très clair hein, dans la démarche vis-à-vis de la Chine, qui consiste maintenant à empêcher un certain nombre d'industries d'exporter vers la Chine. Hein, c'est une politique maintenant américaine, notamment dans la haute technologie. Donc c'est effectivement une réflexion qu'il faut mener maintenant en Europe pour savoir si nous commençons, comme le disait d'ailleurs Madame von der Leyen dans son discours il y a une semaine, si nous commençons à mettre en place des outils contre la Chine sur les industries sensibles. Hein, on parlait du quantique, on parlait du biotech, de l'intelligence artificielle et de toutes ces choses que la Chine veut, dans lesquelles elle veut absolument être un leader, et elle l'est déjà d'une certaine manière, parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on a mis en place beaucoup de mesures défensives pour nos infrastructures, pour nos technologies de base. Là, on est en train de passer à la phase suivante, je dirais, qui est celle effectivement, des technologies de demain, notamment les semi-conducteurs qui restent pour 70% fabriqués à Taïwan, ce qui pose, outre la question de la concurrence et des difficultés d'accès pour la Chine, également la question géopolitique, puisque Taïwan est dépendant aussi des États-Unis pour sa sécurité, et on l'a vu encore ces jours-ci avec la rencontre de Madame Tsai et du speaker de la Chambre des représentants. On va parler de la stratégie industrielle et commerciale européenne, mais d'abord, l'autre grand dossier de cette visite d'État, c'était le commerce. Plusieurs accords et contrats ont été signés par des entreprises françaises à Pékin, à commencer par Airbus, qui va doubler sa production d'avions dans son usine de Tianjin. Les explications de Marc Pope. Sous les regards d'Emmanuel Macron et de Xi Jinping, Airbus conforte sa place sur le marché chinois. La compagnie européenne va installer une seconde ligne d'assemblage d'avions à Tianjin, au sud-est de Pékin. Une annonce qui va permettre à la compagnie de doubler sa production d'A320 sur le sol chinois et qui entrera en vigueur au second semestre 2025. À mesure que le marché chinois continue de croître, il est tout à fait logique pour nous de produire sur place pour les compagnies aériennes chinoises et probablement d'autres clients dans la région. À l'heure actuelle, Airbus produit en Chine 4 à 6 appareils par mois. La nouvelle ligne d'assemblage devrait permettre à l'avionneur d'atteindre la cadence de 8 A320 et A321 produits par mois d'ici 2 ans. Airbus a également signé un accord confirmant la livraison de 160 avions déjà demandés par Pékin. Cependant, aucune nouvelle commande n'a été passée. Le géant européen de l'aviation compte bien profiter de l'essor du marché chinois dans ce secteur. Il représente à lui seul 1/5 du trafic aérien mondial de passagers et sa croissance attendue est de 5,3% par an d'ici 2041. Les compagnies chinoises devraient ainsi avoir besoin d'environ 8500 appareils neufs d'ici les 20 prochaines années. Airbus espère bien damer le pion à son concurrent Boeing sur le marché chinois. L'Américain pâtit ces dernières années des mauvaises relations géopolitiques entre Pékin et Washington. Alors Airbus amplifie sa coopération, tout comme EDF, l'armateur CMA-CGM, Suez, L'Oréal, les Galeries Lafayette qui ouvriront 3 nouvelles boutiques cette année. Marie-Françoise Renard, quel bilan tiré de cette moisson de contrats? C'est quoi? C'est le retour des grandes entreprises en Chine? Alors, les relations, elles avaient été pénalisées par le Covid. Ce n'était pas une guerre diplomatique entre la Chine et la France. Donc, on reprend des relations normales qui correspondent à la structure aussi de l'industrie française qui est très concentrée sur les grandes entreprises. Les investissements étrangers et le commerce international français sont essentiellement le fait de très grandes firmes. On a beaucoup de PME et de start-up, etc. Mais le tissu industriel français est composé de relativement peu d'entreprises de taille moyenne, contrairement à l'Allemagne par exemple.
Et donc, nos relations internationales économiques dépendent beaucoup des grandes entreprises. Donc, c'est évidemment une bonne nouvelle pour l'économie française de signer ces contrats. Maintenant, il reste un certain nombre de faiblesses. Je rappelle que les faiblesses du commerce français vis-à-vis de la Chine reflètent ces faiblesses d'une façon générale. Le biais qu'on pourrait trouver dans le commerce avec la Chine, c'est qu'on vend proportionnellement plus d'aéronautique à la Chine que dans le reste des pays du monde, des restes des pays, si on regarde la structure de notre commerce international. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Donc, la situation avec la Chine n'a pas énormément de spécificités en matière de commerce international. Il faut aussi rappeler que du point de vue des services, la France est excédentaire. Donc c'est une bonne nouvelle que ces contrats soient signés, mais cela étant, on savait avant. Dans ce cas-là, le voyage du chef d'État, il permet de finaliser des décisions qui sont négociées depuis des mois. En fait. Jean-Paul Chang, autre accord signé, les représentants de la filière porcine française ont obtenu de nouvelles autorisations d'exportation en Chine. Faut-il y voir le signe que la Chine est prête à ouvrir davantage son marché aux produits français? On sait que ça n'est pas simple d'accéder au marché chinois. Écoutez, c'est une information qui est très intéressante parce qu'effectivement, le grand marché potentiel chinois peut bénéficier à notre agriculture, à nos éleveurs et à nos agro-industries. Alors, le gros problème de l'ouverture de la Chine dans ce domaine réside dans le fait que s'installer sur place et avoir toutes les autorisations, les licences pour distribuer nos produits, en gardant une bonne partie des valeurs qui se trouvent dans une chaîne de valeur. Je donne un exemple, les huîtres que les Chinois apportent par avion de France, ils achètent à un prix, et puis quand vous le retrouvez sur le marché, enfin au restaurant à Pékin, c'est 10 fois, 20 fois le prix de ce qui a été payé aux Français. Donc si on veut sortir de ce déséquilibre ou cette façon finalement de faire du commerce où on a l'impression que les Chinois gardent toute une partie, en tout cas sur le marché domestique, toute une partie de la chaîne de valeur, il faut bien entendu que la Chine libéralise l'implantation de toutes sortes de sociétés de services français. Et là, je pense que c'est un sujet qu'on avait soulevé plusieurs fois auprès des Chinois à chaque rencontre. Et je pense que là, c'est effectivement un pas en avant. C'est d'ailleurs les exportations agricoles, que ce soit dans le domaine de blé et autres, ont favorablement évolué ces derniers temps. N'oubliez pas quand même que dans les années 80, la France était quelquefois le premier exportateur de céréales vis-à-vis de la Chine quand il y a encore des problèmes avec les Américains. Donc suivant les années, c'est les Américains ou les Français. Mais les Français ont été très souvent le numéro 1 dans le domaine agricole vis-à-vis du marché chinois. Maintenant que la consommation existe en Chine, il faut qu'on fonce. Et ce que vous avez cité là, c'est une très bonne nouvelle. Philippe Lecor, après 3 ans de pandémie, le marché chinois est-il en train de se rouvrir? Et de quoi aller rétablir la balance commerciale française avec la Chine, qui, on le sait, est extrêmement déficitaire? Vous savez, lorsqu'on parle avec les responsables économiques, notamment à Bercy, ils vous peignent un tableau assez apocalyptique de la relation bilatérale. En tout cas, ces quelques annonces ne compenseront pas l'énorme déficit que nous avons. 39 milliards d'euros en 2021. Et 55 milliards en 2022. 55 et ces annonces, évidemment, c'est déjà bien qu'il y ait un voyage, c'est bien qu'on reprenne contact, mais il ne faut pas se faire d'illusions face à un pays qui a une ambition, effectivement, comme le disait Emmanuel Véron, planétaire, notamment à travers ses propres marques, ses propres multinationales, ses champions chinois. Et donc, si vous voulez, ce ne sont pas quelques exportations de viande de porc française. Alors tant mieux, si ça peut aider quelques éleveurs. Mais enfin, franchement, il y a d'autres problèmes en France que d'exporter du porc à la Chine. Je pense qu'il faut déjà couvrir le marché européen. Et en revanche, la grande annonce qui a été faite, c'est effectivement l'aviation, donc Airbus, qui est présent depuis longtemps, qui a donc investi et qui va continuer à investir en Chine. Là aussi, c'est bien, mais ça déséquilibre un petit peu notre balance commerciale vers l'aéronautique. Et puis surtout, il y a un concurrent chinois qui va bientôt émerger, qui est le C919. Et le jour où cet avion civil entrera
en exercice, eh bien, on ne sait pas ce qui adviendra des commandes de A320 et A330. Bon, ce n'est pas pour tout de suite, mais si vous voulez, là, Airbus bénéficie d'une situation géopolitique très claire qui est le désintérêt de la Chine à l'égard de Boeing. Le jour où il y aura des avions chinois, la concurrence jouera à plein, à mon avis, en faveur des appareils chinois. Jean-Paul Chang, vous voyez lever les yeux au ciel sur oui, ces j'étais exports. un peu surpris par ce mépris affiché pour nos éleveurs, mais enfin, c'est pas grave. Beaucoup de pays font très attention à leur secteur agricole et à leurs paysans. L'économie agricole, c'est une partie très importante pour la France et pour son économie et pour sa stabilité sociale. Donc je ne vois pas pourquoi on mépriserait ce genre de choses. Et d'autre part, je pense que c'est un petit sujet en apparence. En réalité, bien sûr, ça touche bien d'autres produits de consommation que la simple viande de porc. Ce que j'ai voulu dire, c'est que s'il y avait une continuation d'ouverture de la Chine dans le secteur du service et du commerce vis-à-vis des capitaux étrangers, avec une facilitation administrative, bien entendu, ça viendra apporter une amélioration à la balance de paiement, à la balance commerciale française. Mais vous pensez qu'à terme, la Chine pourrait se passer par exemple d'un géant comme Airbus, une fois qu'elle aura acquis les compétences technologiques ? Moi, je ne crois pas. Non, je pense que Airbus a quand même une technologie, une avance technologique d'une vingtaine d'années, et que même si les Chinois courent très vite, il y aura toujours une concurrence là-dessus. Alors l'Europe accuse elle aussi un important déficit commercial avec la Chine depuis le Covid. On a beaucoup parlé de sa dépendance en termes de matériel médical ou en matières premières critiques chinoises. Marie-Françoise Renard, après la prise de conscience, vous diriez que la réponse européenne est au rendez-vous, est à la hauteur ? Alors, l'Europe a effectivement pris un certain nombre de mesures et elle a changé de politique. Pendant des années, le fait d'accepter des importations de produits bon marché, ça a permis d'augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs sans augmenter les salaires, ce qui a été assez bénéfique pour l'économie européenne, même s'il y a eu des contreparties négatives. Et des délocalisations, vous voulez dire ? Je pensais surtout à la concurrence vis-à-vis d'entreprises européennes. D'autre part, la politique européenne en matière de concurrence était de s'opposer à toute intervention de l'État qui pourrait pénaliser le libre fonctionnement des marchés. On se souvient que l'Europe était opposée, par exemple, à la constitution d'entreprises, aux fusions-acquisitions qui permettraient des géants industriels, comme on dit, par exemple, entre la France et l'Allemagne. Donc, l'Europe avait une stratégie qui reposait sur ses choix politiques, et on sait bien qu'ils ne sont pas, encore une fois, d'une seule voix, que c'était aussi beaucoup les choix politiques de l'Allemagne. Comme l'Allemagne elle-même a craint que certaines de ses entreprises de haute technologie soient rachetées par la Chine, elle a quand même modifié sa stratégie, et aujourd'hui, l'Europe a pris des mesures aussi bien en matière de politique commerciale, qui est son domaine de compétences, mais aussi en matière de politique industrielle, et ça, c'est ce qui est plus récent. Donc, elle a lancé un certain nombre de programmes, comme les programmes d'intérêt européen commun, pour faire des sortes de clusters qui permettrait de faire travailler ensemble plusieurs pays européens avec des financements publics, des financements privés, et de prendre des mesures qui, de fait, sont un peu dirigées contre la Chine, même si, évidemment, elle n'est pas citée, sur les marchés publics, sur les limitations d'investissement des entreprises à l'étranger, cela a été évoqué tout à l'heure, qui entraînerait des transferts de technologies, sur de la réciprocité, dans un certain nombre de domaines, etc. Donc, l'Europe a forcément, entre guillemets, un temps de retard, parce que c'est facile pour les États-Unis ou la Chine de parler d'une seule voix, c'est beaucoup plus difficile pour l'Europe. Donc il y a toujours un délai, il faut que les gens se mettent d'accord. Et je trouve que le fait de prendre des mesures en matière de politique industrielle pour les mois à venir et sur un certain nombre de secteurs stratégiques, c'est quand même quelque chose qui est relativement nouveau et qui est très important. Philippe Lecor, vous partagez cette analyse. Est-ce l'avènement d'une planification industrielle européenne, souvent d'ailleurs décriée par le passé en Europe, ou disons la fin d'une certaine naïveté, comme on dit souvent ? Écoutez, ce terme a été utilisé par Mme Merkel, qui était effectivement la chancelière du pays qui a le plus d'échanges commerciaux avec la Chine.
Je me réfère à nouveau au discours de Ursula von der Leyen qui disait que parmi les points que l'Europe devait absolument mettre en œuvre, c'était le fait d'avoir une économie plus compétitive et effectivement et de créer ce que j'appelais tout à l'heure des champions nationaux, mais il faut aussi en créer en Europe et notamment peut-être dans les semi-conducteurs et dans ces technologies sensibles. Et par ailleurs, elle disait il faut effectivement qu'il y ait aussi des outils de défense et donc on pense à tout ce qui concerne les aides d'État chinoises qui ont quand même décimé une partie de l'industrie européenne, il ne faut pas l'oublier, dans les télécommunications notamment. Il faut aussi parler effectivement de filtrage d'investissements étrangers. Il y a eu une vague d'investissements chinois en Europe, certains ont été réussis, d'autres non. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les outils anti-coercitifs, et on parlait de la Lituanie tout à l'heure, et effectivement, la Lituanie est un pays qui a choisi de renforcer ses relations avec Taïwan. Tout le monde, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais il y a eu des sanctions qui ont été prises par la Chine contre ce pays, ce qui a obligé l'Union européenne à présenter un dossier devant l'Organisation mondiale du commerce. Donc tous ces outils sont nécessaires parce que nous avons face à nous un pays qui n'a aucun complexe à utiliser des moyens coercitifs lorsque nous, Européens ou les Américains ou d'autres pays, les Australiens ou d'autres, prennent des mesures qui ne conviennent pas à la direction chinoise. Jean-Paul Chang, l'Union européenne a-t-elle raison de prendre ces nouveaux outils ? Écoutez, moi je vois simplement qu'il y a une opportunité historique pour que l'Europe renforce sa position sur le marché chinois. Puisque les Américains ne veulent pas y aller, se créent pour des raisons politiques des tas de barrières ou interdisent un certain nombre de choses, on laisse un marché finalement accessible à une grande puissance comme l'Europe. Alors maintenant, c'est à l'Europe de se mettre d'accord entre les différentes composants, enfin ces pays, pour savoir quelle est l'approche la plus maligne, la plus intelligente. Mais je pense qu'il y a une opportunité historique sur ce jeu de trépied, Amérique, Chine, Europe, et qu'il ne faut pas voir toujours les choses sous angle d'hostilité, de guerre, et il faut aussi voir simplement sous forme d'opportunité. Très rapidement, Emmanuel Véron, dans cette course que se livrent les États-Unis et la Chine sur le front technologique commercial, l'Europe a-t-elle une carte à jouer ? La carte à jouer précisément, et c'est très rapide, je vais être très très rapide, effectivement il est temps, en matière stratégique et géopolitique, mais aussi et surtout industrielle pour l'Europe, de bouger, d'opérer véritablement un réel sursaut. Consolidation industrielle dans le domaine militaire et de la défense. À ce stade, on serait, si on a atteint ces objectifs-là, crédible vis-à-vis du risque systémique chinois, mais aussi auprès du pouvoir américain, auprès de la puissance américaine. Donc consolidation industrielle dans le domaine militaire, mais aussi dans les hautes technologies, pour enfin peser sur le marché européen et reprendre, si je puis dire, du poids en matière politique et de puissance dans les affaires internationales. Sursaut militaire, technologique, commercial, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.